Transformons notre liste en mode composant. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller trafiquer le CSS à un endroit, l'HTML à l'autre. Et dans notre structure qu'on a, par convention, on a donc des composants sous component. Donc on va transformer notre application. Donc en principe, dans le HTML, on met rien. Et tout ce qu'il y a entre div id app et puis la fin du div, là, bah, tout ça, je le coupe. Et je le mets dans mon app.vue. Et mon app.vue, il y a donc 3 parties. Il y a la partie template qui va recevoir le code HTML. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'à l'intérieur du template, vu que ça va représenter une balise qu'on est en train de créer, la balise app, il faut que ça ait une seule racine, comme en XML. Donc, on va l'entourer d'un div, comme ça, on a une racine et à l'intérieur tout le code par rapport à cette balise qui va être la balise app. Dans la partie script, on va mettre tout ce qu'on avait mis dans notre main.js de notre application. Tac. Tout ce qu'on va laisser, c'est le app. Parce que ça, c'est l'initialisation de notre app. Ça crée, OK, dans New View, dans app de index, initialise vue. Et puis, après, remplace ça par le composant. Donc, on va juste mettre le script là. Je recolle au bon endroit. Ça continue à fonctionner. Je vais juste copier-coller les deux parties. Et dans notre app.js, maintenant, ce que je dois lui dire, c'est comment est-ce qu'il doit retrouver ce composant. Donc là, on avait mis en commentaire une certaine partie. Donc on va les remettre. Le routeur, on n'a pas encore besoin. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est le template pour dire, OK, l'élément là, tu le remplaces par la balise app. La balise app, c'est un composant. Et le composant app, ben, je l'ai importé de mon fichier app. Et puis en fait, ici, ben, la syntaxe, en réalité, c'est app, .app, parce qu'on lui dit le nom du composant, et puis où est-ce qu'il va le chercher. Donc on importe notre composant. Ça, c'est notre Webpack qui va automatiquement les fichiers qui s'appellent vue, il va les transformer en module JavaScript qu'on peut importer. Donc je vais le chercher, il est au même endroit que le fichier main.js, donc je mets ./app. J'importe, je lui donne le nom app. C'est comme ça que le Webpack le crée, il donne le même nom du fichier, ça va être le nom de l'import. Puis après, je dis app égale app. Maintenant, ici, si on veut respecter les conventions, en fait, ça serait myApp. Et donc après, ici, je peux utiliser myApp comme balise. Faisons ça propre avec la vraie syntaxe. Donc je lui dis comment est-ce que il doit créer cette balise. Cette balise, il doit la créer à partir du fichier app JavaScript. Le fichier app JavaScript, c'est notre fichier app.vue qui va être transformé. Et si on a fait tout ça, comme il faut sans virgule au mauvais endroit, on rafraîchit la page.
Puis on voit aucune différence parce que ça continue à fonctionner. Si ça affiche pas la même chose, c'est qu'il y a un problème de copier-coller. Mais la différence, c'est que maintenant, donc, il initialise notre application, il dit OK, le ID app, remplace-le par... Qu'est-ce qui se passe? Remplace-le par quelque chose qui est notre composant app, et puis après, pour notre composant app, comment est-ce qu'on le construit? C'est tout dans le fichier app.vue. Donc on a la partie HTML, la partie script vue, comment est-ce que pour cette partie-là ça fonctionne. Et puis après on a la partie CSS, où je vais donc déplacer encore mon code CSS. Et comme ça, tout ce qui est concerné notre application se trouve à cet endroit-là. Notre fichier index, il est propre. C'est vraiment que le squelette initial et tout le reste est construit en JavaScript par notre framework Vue.js en local. Donc après, on peut background color blue. Ça, on peut voir si ça fonctionne. J'ai oublié de l'ID app. Div, ouais, faut que je mette l'ID app ici. Et comme ça fonctionne. On crée un nouveau fichier dans Composant, New File, qu'on va appeler personne. C'est une personne, point vue. Et on se retrouve avec une page vide. Et puis on doit créer template, et puis script, et puis style. C'est quelque chose qui est répétitif et embêtant. Donc, il y a Scaffold. Si on a installé le plugin, il nous propose, et on dit, ah oui, Scaffold, c'est ce que je veux. Je fais Tab, et puis il me crée justement l'échafaudage de base de ce que j'ai besoin. Dans template, il faut une balise principale qui est la racine de notre document. On va mettre un div ou bien voilà, on peut directement, on pourrait mettre le li. Je mets le point virgule parce qu'on a décidé de travailler avec les points virgules. Et je peux maintenant déplacer mon code de mon app.vue. Le code qui correspond à ma balise li, je le prends. Couper. Et puis je remplace mon li par ma balise li. On nous dit qu'on n'a pas le droit de v-for dans la balise principale, alors on est obligé de mettre un div. On ne voudra pas aller rester avec un div, on voudra faire des choses plus avancées avec des li, on voudra faire des choses plus avancées avec des divs. Donc ça nous embête pas trop. Ou bien, donc qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Généralement, quand c'est rouge, c'est qu'on a mal réfléchi à un truc. Donc c'est bien, li, ce qui est répété, c'est pas à l'intérieur de ma liste. La personne, c'est une. C'est un seul élément, c'est celui-là qu'on veut répéter. Donc ce qui répète l'élément personne reste à l'extérieur. Donc là, à la place d'avoir mon li, je vais avoir une personne.
On va mettre myPerson pour respecter la convention. Et puis c'est ça que je veux faire répéter. Donc ce que j'avais dans mon LE qui fait répéter, je le garde à l'extérieur. V-for chaque élément de ma liste. Par contre, après, comment est-ce que je fais la représentation d'une personne? Ça, je le fais dans ce document-là. Et donc, pour l'instant, on va garder la même chose et après, on pourra le transformer. C'est là où ça commence à faire du sens, c'est que les variables qui concernent la liste, elles sont à l'extérieur. Par contre, la variable qui concerne juste une seule personne, elles seront à l'intérieur de mon composant personne. Donc, maintenant, pour qu'il puisse reconnaître ce composant, parce que si on rafraîchit la page, on aura une erreur dans la console qui nous dit erreur myPerson, c'est un élément qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on l'a bien enregistré? Non, on ne l'a pas encore enregistré. La convention pour l'enregistrer sur un composant, c'est de faire components, et de lui dire OK, myPerson, c'est le composant personne. Et le composant personne, je dois lui dire comment il doit le retrouver. Donc on l'importe, import, personne, from, là où je dois le trouver, je le trouve par rapport, je suis là dans le fichier app, je le trouve dans component. Donc, hop, component, et puis personne. Pas besoin de mettre le point vu. Et maintenant, il sait où trouver le composant personne, donc il sait utiliser myPerson, et il va afficher mes éléments. Donc j'avais 3 éléments dans ma liste, il m'affiche 3 fois le composant personne, mais par contre, je vais enlever le blue, il n'y a pas, il n'y a plus le texte. Parce qu'il ne trouve pas le texte. Donc il lui faut trouver un moyen de ma variable, de la passer à mon composant. Parce que mon composant, par défaut, il ne reçoit rien de l'extérieur. C'est à moi, comme une fonction, si vous ne lui passez pas de paramètres. Des fois, si c'était une variable globale, il pourrait la recevoir, mais si c'est une fonction qui est en dehors de l'autre monde, alors il n'a pas accès forcément aux variables de celui qui l'appelle si ce n'est pas passé par paramètres. Donc pour passer des paramètres à mon composant, il faut des propriétés. Donc on peut lui dire par exemple value. Donc on va faire vbind de value. Et comme variable à value, on va lui passer e. Et puis si on veut aussi lui passer i, ben, il faut que j'en fasse un autre. Vbind, on va appeler ça index. Et puis je lui passe. Donc maintenant je lui passe des valeurs. Il faut que dans mon composant, j'aille lire ces valeurs. Je lui dise que finalement moi j'attends. Je dois les stocker quelque part, les paramètres. Puis ça s'appelle des props parce que c'est des propriétés. On les liste par leur nom. Donc je veux value et puis index. Et maintenant, elles existent. Sur mon objet, j'ai value. Donc partout où j'avais p, je mets value. Partout où j'avais i, je mets index. Et je me retrouve avec mes noms. Comme ça,
j'ai pour app, lui, il a la liste d'éléments. Et moi, je passe à chaque fois à travers les propriétés des informations à mon composant. Je peux retrouver mon value égale 1, et puis après avec l'autre, c'est value égale 2. Est-ce que maintenant tout refonctionne? Ouais. Quelle partie? Donc c'est comme ce qu'on a fait dans le principal new view. On lui a dit le component app, ça correspond à quelque chose. Donc ça c'est la manière de connecter les choses ensemble, de lui faire comprendre comment s'appellent les nouvelles balises qu'on a créées. On importe le fichier qui représente le component, et puis après on doit lui dire le mapping entre le component et puis le JavaScript. Donc pour faire ça, il faut donc que le code vclick remove item, je peux l'avoir, mais je dois la réimplémenter. Donc dans mon script, je dois faire une méthode remove item, et puis à la place d'aller supprimer parce que j'ai pas accès à la liste, il faut que j'émette un événement. Donc sur l'instance vue, je peux faire $emit pour dire je veux émettre un événement. Je donne un nom à cet événement. On va appeler remove. Et puis je peux lui donner un paramètre, une valeur qui est, cette fois je vais passer index par exemple, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire dans mon code. Donc maintenant, à la place de directement supprimer, il dit moi j'aimerais bien qu'on supprime l'élément index. Donc ça sert à rien de crier dans la forêt si personne nous écoute. Donc de l'autre côté, il faut qu'on aille écouter. Donc on va sur app.vue et ici on a vu qu'avec vue, c'est von, le nom de l'événement, donc on l'avait appelé remove. Et on remove, on veut faire quoi? On veut appeler notre méthode remove item index qui existe encore, qui fait ce qu'il faut. Il n'y a rien à changer. Donc il y a une étape intermédiaire pour capturer l'événement click et puis l'envoyer plus loin avec ce qui est nécessaire. Et puis là, on l'écoute et on le traite comme avant. Et maintenant, ça fonctionne avec le petit bug. Vous avez vu le bug? Est-ce que quelqu'un a vu le bug? C'est quoi le bug dans mon implémentation? C'est quoi le problème? Des fois ça marche, des fois pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne comme on veut? Oui ou non? Bah qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi?
c'est pas le bon qui est supprimé. Pourquoi c'est pas le bon qui est supprimé? Là, c'est... Ouais, parce que je lui passe l'index. Et puis l'index, ça correspond pas forcément quand on a changé l'ordre de la liste. Parce que nous, on supprime dans l'index de la liste originale, mais on reçoit l'index par rapport à la liste triée. Dans l'index original, le dernier élément ajouté, il est à la fin. Mais si le dernier élément ajouté commence par A, si on trie par ordre alphabétique, il se trouvera au début. Donc l'index actuel qu'on a par rapport à la liste dans le view model et puis l'index de la liste, c'est pas le bon. C'est pour ça que supprimer par index, c'est toujours dangereux si l'affichage ne correspond pas tout à fait. On a meilleur temps de supprimer par référence vers l'objet lui-même. Le problème, c'est que si on n'utilise qu'une chaîne de caractères, s'il y a 2 fois le même nom de caractère, bon, on ne sait pas lequel supprimer. C'est pour ça que finalement, il ne faudrait pas faire juste des chaînes de caractères, mais des vrais objets personnes, avec un nom. C'est là qu'il faut faire un commit avant, parce qu'on casse plein de choses. Pour, au cas où, revenir en arrière. Alors, virgule, virgule. Pourquoi il aime pas name? Ah, c'est juste l'indentation. Alors maintenant, j'ai une liste avec des objets qui contiennent un attribut name. Partout où j'ai les autres choses, il faut que je change. Donc quand j'ajoute un élément à la liste, il ne faut pas juste ajouter le push message, il faut que je crée un objet avec name. Quand je supprime, je vais me dire que je veux recevoir la personne et que je veux supprimer la position où se trouve cette personne. Donc je dois trouver l'index. Personne index of. Et comme ça, je trouve la position de cet objet et je le supprime. J'ai plus de problème après de position. Et finalement, ce que je dois encore faire, c'est dans personne dire moi, c'est pas l'index, mais c'est mon objet value qui contient la personne que je veux supprimer. Et puis comme ça, on est bon. On n'est pas bon. On a value.nom qu'on veut. Name. Et puis value.name. On rafraîchit la page. On va lire l'erreur. P includes is not a function. fp include c'est où? P c'est notre objet. Un objet, il n'y a pas include, c'est p.name qui contient la chaîne de caractères que je veux évaluer pour filtrer. Et maintenant, si j'ajoute AAA, ça se met à la fin, ça se remet... Ah, ça se met pas au début. Parce que maintenant, j'ai le problème du sort.
le sort, un objet par rapport à un autre objet, il ne sait pas comment les trier. Avant, c'était des chaînes de caractères, il pouvait les trier. Tandis qu'un objet, il ne sait pas comment le trier, il faut lui dire comment le trier. Donc, je dois lui donner une fonction qui reçoit le premier élément et le deuxième élément. Et je dois lui dire comment est-ce qu'on doit le trier. Et moi, ce que je veux lui dire comment trier, c'est a.name par rapport à b.name. Pourquoi il ne m'affiche pas la fonction? Donc si on ne sait plus le nom de la fonction, on utilise la console. On veut comparer deux chaînes de caractères pour savoir laquelle est plus grande ou pas. Donc je crée une chaîne de caractères, test, point. Et il y a en fait une méthode qui s'appelle localCompare qui va permettre de comparer deux chaînes de caractères et retourner ce qu'il faut. Donc A localCompare par rapport à B.name. Et ça va donc nous comparer la chose. Après, il se plaint. C'est juste l'indentation. Voilà. Maintenant, on lui a dit comment trier. On espère que si on ajoute A et qu'on trie, on se retrouve sur la même fonctionnalité qu'avant, mais cette fois, ça supprime le bon. C'était très rapide, mais... On peut transformer donc d'une chaîne de caractères un objet. Il faut petit à petit aller partout où on a utilisé la chaîne de caractères, adapter notre code pour que ça fonctionne maintenant avec un objet et pas une chaîne de caractères. Et le problème, à la différence, si vous faites ça en Java, le compilateur, il va vous gueuler dessus, c'est pas le bon type à tous les endroits où vous avez tout un coup changé. Tandis qu'en JavaScript, il va pas vous dire grand-chose. C'est à vous de savoir partout où vous avez utilisé la variable. Donc le refactoring comme ça, de passer d'un truc à l'autre en JavaScript est un peu plus dangereux. C'est pour ça qu'en général, on doit avoir une bonne série de tests à disposition pour voir si le programme fonctionne encore de la même façon. Donc, mettez au propre, faites que ça marche avec un objet. Donc, vous pouvez par exemple faire qu'on puisse afficher nom, prénom. Est-ce qu'on a la possibilité, maintenant qu'on a ça de manière séparée, si tout d'un coup on veut se dire, ah mais finalement la liste ça me plaît pas, je peux se dire, ok, à la place de faire un UL, je fais un div. Et puis après, moi, en personne, je fais un div. Et en fonction si on a Bootstrap ou pas, on peut faire plein d'autres choses avec. On va mettre une classe personne. On peut faire un peu de CSS. Dire que height 100 pixels. 100 pixels. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Border 2 pixels, solide. Border radius 50. Et puis ce qu'on avait, comment il s'appelle? List, il n'a pas de classe. Classe personne S. Personne S.
Et tout d'un coup, on se retrouve avec une liste comme ça. On pourrait faire ce qu'on veut. Mais après, on travaille principalement en CSS. On n'a pas touché beaucoup à HTML. On peut faire ce qu'on veut à notre système. Si des personnes ou autres. Bien sûr, il faudrait que je change maintenant l'animation pour qu'elle marche en mode autre que... Par exemple, si je mets juste Y, ça devrait aller. Donc on peut vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on veut que notre page, à quoi ça ressemble par rapport à ce qu'on a réfléchi sur papier avec des croquis. Là, quand on reçoit l'événement, il faut, si j'utilise index, il va essayer de chercher une variable index dans mon environnement là. Donc si elle existe, ça marche, sinon ça marche pas. Donc là, soit je lui mets rien, comme ça il appelle cette méthode et il passe les paramètres de l'événement. Soit je dois les récupérer avec $event, soit je peux directement réutiliser P. Mais si je réutilise P, en fait, si le composant personne m'envoie autre chose, si là à la place de faire value on fait juste rien, ça va continuer à fonctionner. Parce que moi je reçois l'événement remove, et puis sur l'événement remove, je vais appeler remove item avec P qui est la valeur que j'ai à cet endroit-là de l'exécution de mon code. C'est le on-click, on peut recevoir un événement, mais on peut aussi rien recevoir, juste l'événement click, et puis ça va nous faire quelque chose. Tandis que si ici je mets rien, dans ce cas-là, en tant que paramètre, je vais recevoir ce que l'événement a envoyé. Donc on va se mettre ici avec le debugger. Si maintenant je clique, pourquoi ça s'arrête pas? Ah, parce que je n'ai pas ouvert le... rafraîchis. Si maintenant je clique, ça s'arrête. Et puis on a bien reçu rien. Tandis que si je mets remove item de P, même, en fait, il y a une variable spéciale pour recevoir la valeur de l'événement. Comme ça, si maintenant je rafraîchis la page et je regarde ce que je reçois, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai bien reçu P, mais qui est la variable qui correspond à celle de l'environnement parent. Et puis, mon deuxième paramètre, on va voir si on arrive à le récupérer. Comment je peux... Oui. C'est la magie de JavaScript. La méthode, elle a un seul paramètre, mais elle peut quand même recevoir le deuxième. Donc dans le premier paramètre qu'on a reçu, on a l'objet qu'on a mis dans P, on a bien notre name. Et puis, dans le deuxième paramètre, mais qu'on a affecté à rien du tout, on n'a reçu rien. Le texte rien que j'avais envoyé depuis mon événement. C'est un peu avancé, mais il faut bien comprendre la différence entre l'événement, il est déclenché. L'événement, grâce à ça, on va lancer une méthode à nous. Si je veux récupérer la valeur de l'événement, alors il est dans event.
à la place de partout dans mon code écrire machin truc $event, il y a une convention où si je donne que le nom de la méthode à appeler, il va automatiquement passer les paramètres de l'événement à ma méthode. Si j'ai pas besoin, ou bien si on peut très bien se dire, ah mais finalement, de toute façon, il sait qu'est-ce qu'il m'a donné, donc j'ai pas besoin de lui, étant donné que j'ai rien changé dessus, j'ai pas besoin de lui donner de paramètres. On lui dit juste, je veux me faire supprimer, ça suffit. Après, dans mon app ici, je sais qui je dois supprimer parce que vu que je suis en train d'itérer sur l'élément P, si lui m'envoie l'événement suppression, je sais que je dois les supprimer. Et comme ça, en fait, on peut même faire, sans lui donner quelque chose, imaginons qu'on lui donne pas P, on peut quand même recevoir un événement, et puis en fonction, dans le code parent, faire quelque chose sur les variables sur lesquelles on est en train d'itérer. Donc toute cette partie d'interaction, elle est aussi dans les slides, et puis sinon il y a encore plus de détails dans la documentation Vue.js, où donc le parent il communique avec l'enfant à travers les propriétés, et l'enfant lui il répond aux parents à travers les événements. Le reste des détails, c'est égal, ça on laisse tomber. Là, on a l'exemple du... Là, j'ai utilisé la syntaxe abrégée. À la place de écrire v-on deux points, on peut utiliser un at. On va dire, au moment où il y a l'événement click, au moment où il y a l'événement remove, je fais quelque chose. Oui, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on regarde ces deux trucs. Donc ça, le composant myCheckbox, ça veut dire que je peux faire un checkbox. Si le checkbox, on va regarder le code du checkbox que j'ai fait, c'est un label qui comporte le name, mais le name on ne l'a pas, donc là il y a un problème. Il manque le data name ou le prop name ou je sais pas quoi, donc ça il y aurait déjà un petit problème. Mais sinon, ici, quand on clique sur un span, où il y a le petit vu là, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler change. Le change, il va émettre un événement hello qui contient comme paramètre le text world. Et donc sur le parent qui va utiliser le checkbox, si il veut recevoir une notification que la checkbox a été appuyée, ou le checkbox, le checkmark que j'ai dessiné parce qu'il n'y a pas de checkbox, alors je dois écouter l'événement hello et puis ça va, quand l'événement hello est arrivé, ça va appeler la méthode doSomethingWithWorld. Donc on peut aller le voir dans le code. J'ai ma checkbox doSomethingWithWorld. Donc si j'exécute le truc, ça s'affiche rien parce que j'ai sûrement un message d'erreur qui me dit que name c'est pas défini. Donc il faut que je corrige mon truc. Il faut que je dise ok, moi ce que j'ai encore besoin c'est une propriété name. Et donc après ma checkbox, je dois lui donner un name en binding. Le binding raccourci c'est 2 points. Bonjour. Si j'exécute ça, ah ouais, c'est S. Et puis une virgule. Et puis après, est-ce que j'ai chargé vue ou pas? Non, j'ai pas chargé vue. C'est un exemple qui est cassé. Alors,
Vue. Il faut aller copier d'un autre exemple. Où est-ce qu'on avait un exemple? Là, j'ai mon vue. Hop. Donc, on a notre balise, on a notre script vue. Et il nous faut encore l'application vue. C'est pas un exemple complet. Donc on a créé le composant, on crée maintenant l'instance vue autour de celui-là. Ça c'est le template de mon application vue. ID, on va l'appeler vue, comme ça on montre une fois autre chose. Donc ici on va chercher vue. J'ai pas besoin de données. Je reçois name bonjour, displable name. Pourquoi est-ce que ça affiche pas bonjour? Ah. Si c'est une chaîne de caractères, il n'y a pas besoin de mettre le binding. Si on met le binding, vbind, ça veut dire que ce qu'on lui passe, entre guillemets, c'est évalué en tant que JavaScript. Du coup, je dois lui donner une chaîne de caractères JavaScript. C'est un peu subtil. Donc si on veut lui passer qu'une chaîne de caractères, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Alors, j'ai pas besoin de mettre de vbind. Et maintenant, j'ai donc mon checkbox. Et quand je clique sur le petit vue là, ben il se passe rien, mais parce qu'ici j'ai pas implémenté la méthode. Si je fais maintenant une méthode, do something, je vais recevoir l'argument de l'event, donc donner event data, et this.name est égal à event data. Donc on va créer la valeur, la variable name. Bonjour 2. Cette fois, je vais lui passer le texte de la variable. J'ai bien bonjour 2. Et puis maintenant, si j'appuie dessus, ça devrait remplacer le texte par world. Ouais. Donc, bon, ça c'est un peu... On a fait beaucoup plus de code que nécessaire, mais je peux maintenant créer autant de checkbox que je veux. Mais ça fait du code quand même assez lisible que faire des copier-coller de bouts de code HTML. Donc même si j'ai pas forcément besoin de lui passer des variables, si je veux packager un bout de code HTML, je peux en faire un composant. Donc par exemple, les composants Bootstrap qu'on a vus, qui n'ont pas forcément du code JavaScript derrière, ils pourraient faire des composants, et comme ça, à la place de faire un div avec une classe machin, avec un autre div dedans, avec un autre div dedans, j'appelle juste le composant, et puis ça contient tous ces classes et ces sous-divs qu'on n'a pas besoin de connaître. Et c'est un peu le futur du web, ça. À terme, pour l'instant, ils sont en train de développer un standard qui s'appelle Web Components, qui veut vraiment faire ça, pour que même si on utilise différents frameworks JavaScript, on a cette notion qu'on a des balises spéciales, on importe simplement, on lui dit comment est-ce qu'il doit aller chercher la balise, et après on peut utiliser des balises
propre à ce que quelqu'un a créé. Quelqu'un aura peut-être fait un bouton amélioré et peut utiliser ça comme composant. Donc, je peux utiliser name égale pas une autre variable, mais ce que je veux. J'ai une deuxième checkbox. Maintenant, voilà, la fonctionnalité est un peu idiote parce que si je clique sur ce checkbox, là, l'événement, ça va le déclencher, mais je ne l'ai pas capturé, donc il ne va rien se passer. Mais je pourrais le capturer. Je peux dire OK, sur l'événement qui s'appelle Hello, fais quelque chose. On peut même, si c'est très très court, ne pas faire de méthode, mais ce n'est pas vraiment forcément conseillé. On peut dire par exemple, dans ce cas-là, name c'est égal à coucou. Et donc quand je clique, ça va affecter, ça va exécuter cette opération-là. Donc ça va mettre ce texte-là dans name. Name c'est écouté par qui? C'est utilisé par bonjour. Là, ma première checkbox. Donc quand j'appuie dessus, ma première checkbox change de contenu. Parce que tout s'écoute, du moment que la valeur de ma variable change, ça se met à jour. Si je reclique sur celui-là, ça va déclencher l'événement qui va remplacer par world. J'ai deux boutons pour faire changer le texte du premier checkbox. Et non seulement donc j'ai pas eu besoin d'aller interagir trop avec le DOM, en plus c'est quand même assez lisible. On peut relire les choses, on peut passer des paramètres. Il faut imaginer que ça c'est deux fichiers séparés. On a un fichier pour le checkbox, on a un fichier pour notre code de la page principale.